Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Finance Innovation consacré à des fintech dans le domaine de la gestion d'actifs que Finance Innovation accompagne depuis quelques temps déjà pour certaines. Alors ce webinaire, il est assez connecté avec les problématiques actuelles, je dirais, d'instabilité, de problématiques de comment vous, société de gestion, assureurs, partie prenante de l'écosystème de l'investissement, prenez en compte ou intégrez des solutions qui vont vous permettre de sécuriser vos actifs en temps de crise. Et comme le dit le titre, eh bien écoutez, nous allons nous consacrer ce matin à l'importance de l'allocation, donc avec 4 sociétés invitées par le pôle, donc Active Asset Allocation, représentée par Adina Grigoriou, sa CEO, Advise, représenté par Olivier Gentier, CEO d'Advise, AI4Alpha, représenté donc par Béatrice Guèze, CEO d'AI4Alpha, et Estelle Kant de Res Partner, Head of Business Development. Donc, nous allons aborder ce matin, chacun des 4 intervenants aura 10 minutes de temps de parole pour répondre à 3 questions. Donc, la première est à quel besoin spécifique proposez-vous de répondre et comment se positionne votre offre? La seconde question, comment votre offre s'imbrique dans les métiers de vos clients, donc sur les processus, l'intégration et la mise en œuvre. Et la troisième question, qui est toujours dans le champ cognitif de Finance Innovation, liée, je dirais, à l'innovation et la disruption, comment est-ce que, en termes de complexité, maturité et adoption, quel est votre facteur de disruption et comment est-ce que vous mettez en œuvre votre offre? Nous allons commencer par passer la parole à Adina Grigoriou, donc d'Active Asset Allocation. Active Asset Allocation, donc membre du pôle, labellisé pour au titre de différents projets et dont le métier est de proposer et d'être l'ingénieur digital qui sécurise le futur financier des investisseurs. Adina, à toi la parole. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Alors, on va essayer d'aborder donc les questions une par une. D'abord sur la question sur le besoin spécifique auquel on répond avec Active Asset Allocation. Peut-être revenir un peu sur la genèse de la société. En fait, donc moi, ça fait 20 ans que je fais de la finance et donc 3A existe depuis 10 ans. Et ce qu'il faut voir, c'est que après 10 ans passés en fait dans des diverses sociétés financières, donc j'ai été trader, product manager, dans l'asset management, dans la recherche, etc. J'ai travaillé sur de nombreux modèles et avec des approches très variées. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait un espèce de vide à combler autour de la gestion des objectifs et des risques pour les investisseurs institutionnels. Et donc, nous avons créé 3A en 2010 pour construire des algorithmes d'investissement sur mesure avec une approche de gestion des risques et en particulier la gestion de la perte maximale en capital qu'on appelle de manière un peu barbare le maximum drawdown. Et il s'avère que c'est la meilleure manière de gérer la performance. Donc, pour générer de la performance, il faut gérer le risque, et en particulier le risque en capital. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon aussi de communiquer avec l'investisseur sur le risque qu'il encourt, parce que finalement, la perte maximale en capital, c'est la seule mesure de risque qui veut dire quelque chose pour l'investisseur. Donc aujourd'hui, on a vu que ce besoin s'est intensifié, on est dans un contexte incertain, où il est de plus en plus difficile d'obtenir de la performance. Et donc les investisseurs doivent prendre des risques plus élevés pour générer des rendements comparables à ceux auxquels ils étaient habitués. Et donc, de fait, les investisseurs en général, donc là, que ce soit les institutionnels, mais aussi les particuliers, doivent abandonner un peu les actifs sans risque et s'exposer donc au risque de marché, malgré des connaissances parfois très limitées. Donc, ces décisions d'investissement, l'allocation d'actifs, si vous préférez, sont bien sûr cruciales, donc à la fois pour les institutionnels, mais aussi pour les investisseurs particuliers. Et donc, il s'agit pour nous de leur donner les moyens de les prendre en connaissance de cause. On les aide à construire des portefeuilles qui sont en ligne avec leur objectif,
tout en protégeant les investissements pendant les crises. Un des besoins que nous couvrons, par exemple, c'est la problématique du passage du fonds en euros vers des unités de compte, qui est un gros poids pour les assureurs. Et on voit que l'investisseur final a parfois du mal à accepter de sortir de ce fonds garanti pour se positionner sur des unités de compte où il peut perdre potentiellement tout son argent. Et c'est là qu'on intervient. On a développé, donc, par exemple, des gestions pilotées avec plusieurs de nos clients assureurs afin de permettre à tous ces investisseurs un passage un peu en douceur entre la gestion garantie en capital vers de la prise de risque limitée. Et au-delà des recommandations d'allocation d'actifs qu'on fait, notre plateforme digitale, c'est un vrai outil d'aide à la vente pour les conseillers. Ils peuvent mettre le client en situation, lui montrer comment son épargne va évoluer, quelles sont les chances d'atteindre son objectif d'investissement, etc. Et donc, le client est quelque part rassuré et puis éduqué quand le besoin est là au sujet de ses investissements et du risque encouru. Voilà, donc vous l'aurez compris, nos solutions sont proposées au travers d'une plateforme digitale qui est disponible pour nos clients et leurs clients. Donc, ça répond à ce besoin et c'est qui est une nécessité aujourd'hui pour le secteur financier de se digitaliser pour créer de nouvelles générations de clients et fidéliser par la pédagogie les clients existants. Donc ça, c'était la première question. Maintenant, donc je fais à la fois les questions et les réponses. Sur la question comment notre offre s'imbrique dans les métiers de nos clients. Donc, comme je le disais, nos solutions sont proposées via une plateforme digitale et différents outils digitaux d'aide à la vente qui sont disponibles sous format API. Du coup, la majorité des informations disponibles sur nos interfaces peuvent être délivrées par API. Nos équipes d'ingénieurs financiers et d'experts du digital travaillent ensemble pour débloquer régulièrement des nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins toujours plus grands de nos clients. Tous nos modules et leurs composantes sont disponibles en marque blanche et peuvent être utilisés bien sûr ensemble ou indépendamment pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Pour nos clients qui sont à la fois du coup les ingénieurs financiers, les gérants d'actifs, les conseillers financiers, mais aussi les assureurs, les fonds de pension et potentiellement les clients finaux. Voilà, et c'est en fait particulièrement utile pour les institutions, par exemple, qui désirent intégrer du contenu additionnel sur leur propre interface ou dans leur propre parcours, sans pour autant être redirigés vers notre plateforme. Donc, par exemple, s'ils souhaitent juste afficher des simulations ou optimiser des portefeuilles, voir les stratégies en backtest, etc. Donc, la plateforme permet de faire toute la partie construction de portefeuille d'abord. Ensuite, la partie simulation prospective de l'épargne ou de l'investissement en général. Et la partie suivi, par exemple le reporting financier sur les contrats d'assurance vie. Et ce sont là des reportings qui vont permettre vraiment aux clients de comprendre la performance de ces investissements, mais comment aussi ils évoluent par rapport à leurs objectifs. Et donc, il y a par exemple toute une partie conformité à laquelle la plateforme permet de répondre, puisqu'on a par exemple un calcul des frais en temps réel, un calcul du SRRI. Donc, on s'assure à tout moment, par exemple, que le niveau de risque du portefeuille du client est en ligne avec le niveau de risque qui lui est acceptable. Et donc, pour avoir toutes ces informations facilement et proposer des résultats de manière instantanée, on se branche bien sûr au système de nos clients. Après, les demandes JSON, tout ça, je ne sais pas si on va rentrer dans ce genre de détails ici. Et donc, voilà. À retenir, donc, on est avant tout un conseiller en investissement financier qui délivrons donc à nos clients des recommandations pour l'allocation de leur portefeuille financier
Et donc, notre offre digitale est vraiment un vecteur de communication de ces recommandations et donc un outil de à la fois construction, suivi de portefeuille pour nos clients. Je regarde sur le temps où on en est. Et donc peut-être passer donc du coup à la dernière question, puisque le temps passe vite. On va peut-être même afficher la slide parce que ça permet de… Voilà, merci beaucoup. Donc la dernière question, c'était autour de la complexité, la maturité, l'adoption. Quel est notre facteur de disruption? Donc notre facteur de disruption principal réside principalement dans notre méthodologie. On travaille donc depuis 10 ans maintenant avec une méthode propre à 3A de gestion des risques. Et donc là, on mélange de 3 manières de gérer les risques qui sont la diversification, l'assurance de portefeuille et la couverture. Et donc, on crée, grâce à toutes ces méthodes, une structure dynamique qui nous permet de faire évoluer les poids des différentes allocations dans le temps pour tenir compte à la fois des conditions de marché, mais aussi à chaque fois de la manière dont l'investisseur s'approche ou s'éloigne de son objectif. Alors après, on a également créé un indicateur de stress sur le marché action qu'on appelle le GRI pour essayer d'anticiper les crises et si possible sortir du marché avant que la crise n'arrive. Et donc là, c'est une approche totalement différente où nous partons vraiment d'indicateurs de marché comme la structure de la volatilité, le fait que les actions traitent à la hausse ou à la baisse, le consensus, etc. Et ça nous permet de pouvoir alerter à un moment donné nos clients du fait qu'il faudrait sortir du marché action parce que le risque d'un crash est devenu trop important. On répond donc à ce besoin majeur de nos clients qui est de faire de la performance tout en préservant le capital. Alors, je ne sais pas, voilà. Est-ce qu'elle est revenue la slide? Oui, j'ai l'impression. La slide est revenue, oui. Merci. Donc, voilà, parce que là, je voulais juste parler un instant de nos clients, donc, qui sont là depuis 10 ans pour certains. Et donc, vous allez reconnaître de grands noms, Allianz, Spirica, G2R La Mondiale, Suravenir, Afiesca, One Life au Luxembourg, ou encore Advise, qui va parler tout à l'heure, donc à qui nous fournissons des modèles d'allocation pour la gestion pilotée. Après, peut-être juste vous donner un exemple un case study. On travaille depuis de longue date avec Maïf à plusieurs niveaux. Donc, on conseille pour leurs fonds propres un fonds qui est géré par Amundi, par exemple. Ensuite, nous avons tout un chantier sur le digital. Nous avons mis à disposition de tous les conseillers Maïf, donc là on parle d'à peu près 1400 conseillers, nos outils digitaux d'aide à la vente et en particulier les simulateurs. Et là, nous sommes en train de travailler avec eux sur des gestions pilotées qui vont permettre ce fameux passage en douceur de la gestion de fonds en euros vers de la prise de risque limitée. Et donc, on a également décliné notre modèle dans une offre B2B2C avec des simulateurs qui sont à disposition des conseillers ou de leurs clients, en gestion libre par exemple, pour les aider à créer la meilleure allocation en fonction de ce qu'ils essayent de faire, à partir d'un univers qui peut être aussi grand que 2000 fonds, si on prend Generali et leur offre Himalaya. Donc, très rapidement, donc, on est resté longtemps sur une croissance organique et en fait, lorsqu'on a commencé à devenir vraiment sérieux à propos du digital et de l'IA, on a eu besoin de capitaux. Et donc, on a complété en 2019 un premier tour de table auprès d'investisseurs institutionnels, donc Maïf Avenir, Allianz avec son fonds Innov Allianz et la région Sud Investissement. Et puis, on a des investisseurs donc privés et certains de nos collaborateurs. Et ça nous a donc permis d'agrandir nos équipes et de poursuivre nos développements digitaux et en intelligence artificielle. Voilà, c'est tout pour ma part. Merci beaucoup de votre attention. Parfait. Donc, merci Alina. Donc, une couverture assez exhaustive, une prise en compte des risques dans la gestion et à différents niveaux, adressant différentes typologies de clients, du client final à l'investisseur institutionnel, en passant par différentes chaînes. Donc, différentes typologies de clients, différents niveaux, un centrage sur l'allocation et les risques, ce qui, somme toute, est assez complémentaire, comme tu viens de le dire, avec donc l'activité d'Advise que va nous présenter maintenant Olivier. Donc, Advise qui est du coup très centré sur la digitalisation des clients, mais Olivier
en parlera beaucoup mieux que moi. Olivier, je t'en prie, à toi la parole. Merci Vincent. En tout cas, je vais essayer. Bonjour à tous. Et ravi effectivement de participer également à ce webinaire. Et pour compléter effectivement ce que disait Adina, on travaille sur certains sujets également en collaboration avec Active Asset Allocation. Alors peut-être quelques mots sur Advise. Advise, c'est une société qui date maintenant un petit peu parce qu'elle s'est lancée en 2012 comme l'un des premiers. À l'époque, on appelait ça Robo Advisor, mais en tout cas spécialisé dans la digitalisation de l'épargne financière et du conseil à l'investisseur particulier, avec une activité qui était au début centrée sur le B2C et une idée extrêmement simple, c'était de faciliter l'accès à l'investisseur individuel à tout ce qui est conseil, parce que si on se rappelle l'investissement financier de l'époque, mais c'est encore le cas souvent aujourd'hui, lorsqu'on veut par exemple souscrire un contrat d'assurance vie en ligne et surtout après le suivre dans le temps, ça peut s'avérer relativement complexe, fastidieux, et on est confronté souvent à plein de formulaires à remplir, à renvoyer par la poste, dans le meilleur des cas peut-être à signer en ligne, mais plein de questions auxquelles il peut s'avérer relativement complexe de participer. L'idée, c'était voilà, de recentrer le conseil, en particulier sur des modèles de gestion libre ou de gestion conseillée, d'accompagner les clients à la fois la souscription pour les aider à choisir les bons produits et les bonnes allocations, et ensuite dans le temps à suivre ça en fonction bien entendu de leurs projets et leurs objectifs. Donc on a une offre qui est très centrée sur l'investisseur particulier, et en 2017 on a fait un virage chez Advise avec la volonté de proposer en fait l'expérience qu'on avait acquise, un certain nombre de choses en termes de technologie et d'expérience utilisateur à destination d'une clientèle B2B. Et aujourd'hui, nos clients sont principalement des distributeurs d'épargne, des banques en ligne ou encore des courtiers à qui on propose nos différentes solutions technologiques ou financières. Et on va illustrer peut-être ce qu'on peut voir avec le Slack que nous avons également préparé, avec une particularité extrêmement forte chez Advise, c'est que par nature, par définition, par ADN, nous ne faisons pas directement de l'allocation. L'allocation, on la laisse à des experts d'Adina, mais également, pourquoi pas, et j'imagine les choses présentées par Estelle ou Béatrice. L'allocation, ça fait partie des choses que nous allons intégrer et avec lesquelles nous allons nous connecter pour permettre effectivement d'offrir à nos clients distributeurs deux choses finalement en termes d'offres technologiques, à la fois des API métiers et qui vont permettre de se connecter à l'écosystème de l'épargne financière, et ça veut dire lorsqu'on digitalise et qu'on aide un distributeur à se digitaliser, se connecter avec ses systèmes, ses propres systèmes, mais aussi les systèmes de l'assureur, des allocataires et d'autres parties prenantes. On peut parler de services comme l'agrégation, la signature électronique, etc. Tout ça à destination du client. Et nous mettons également à disposition de ces distributeurs des interfaces utilisateurs, à la fois pour leurs clients finaux, mais également pour leurs équipes internes. Et là, on va couvrir tous les types de métiers qui vont rentrer là aussi dans le système, c'est-à-dire à la fois les conseillers commerciaux, patrimoniaux, mais également, bien entendu, les services de middle back office de nos clients distributeurs. Et l'idée, c'est de leur offrir effectivement des parcours qui soient complètement intégrés, qui vont permettre à la fois de la souscription, de l'onboarding client, de remplir l'ensemble du process réglementaire et commerciaux qu'il faut remplir, donc savoir profiler un client, lui restituer un conseil, lui dire si le produit que on lui propose est en adéquation ou non avec ses profils et ses besoins, quel type d'allocation on va pouvoir lui proposer, l'aider à souscrire, si possible en ligne et le plus digitalement possible. Aujourd'hui, on offre des solutions qui sont intégralement digitales, zéro papier, 100% digital. C'est le cas, par exemple, avec des partenaires comme Easy Bourse, Meilleur Placement, Monabank ou encore Bourse Direct. Il n'y a vraiment aucun échange de papier entre le client, son distributeur et après l'assureur. Et puis, dans le temps, aider les clients à, bien entendu, suivre l'ensemble de ces conseils. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre technologie, elle va permettre effectivement de suivre les allocations proposées aux clients, de vérifier que ces allocations, elles sont en adéquation en permanence avec les besoins, le profil du client, ce qu'il souhaite faire et ses objectifs, et puis de l'alerter si jamais il y a des mouvements à effectuer, et s'il y a des mouvements à effectuer, de l'aider
à effectuer ces mouvements. Et c'est là où généralement on est confronté à pas mal de complexités. Et les API d'Advise, en tout cas notre travail de conseiller augmenté, va être lorsque le client veut mettre en place une allocation recommandée par son conseiller ou les allocataires que le conseiller va lui proposer, de pouvoir facilement contrôler comment on peut mettre en place cette allocation au sein du produit. Et sur un contrat d'assurance vie, on est soumis à plein de contraintes et plein de règles liées au contrat lui-même qui sont imposées en particulier par l'assureur, respecter les minimums d'investissement, respecter un certain nombre de choses, et puis de transmettre cette allocation à l'assureur en bonne et due forme. C'est souvent l'exemple qu'on cite, un ordre d'arbitrage, c'est toujours assez complexe et on arrive souvent avec des cas et des options extrêmement différentes. On a pour certains assureurs jusqu'à 50 manières différentes de leur adresser, de faire des calculs et de leur adresser les ordres qui vont permettre au client d'aller là où il a envie d'aller. Donc on est vraiment une brique fonctionnelle et opérationnelle extrêmement importante parce qu'on va permettre ces fluidités, cette transmission de ce que le client veut faire, de ce qui lui est conseillé, de ce qui correspond à son besoin, pour le transmettre au teneur de compte ou à l'assureur sur son contrat. Ce qui est extrêmement important dans notre système et ce qui reste extrêmement important pour nous, c'est de continuer à travailler complètement en architecture ouverte. Alors, effectivement, on travaille en particulier avec Active Asset Allocation dans certains cas, mais on va pouvoir aussi travailler avec des allocataires internes ou externes aux partenaires distributeurs qu'on équipe. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous parce que c'est dans notre ADN et qu'on veut continuer à travailler sur une architecture qui soit complètement ouverte de telle manière à répondre le plus à l'ensemble des besoins auxquels on est amené à à répondre aujourd'hui. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Donc, très centré client, le risque et finalement la courroie de transmission entre l'allocation et l'ensemble des problématiques qui vont du client à l'exécution. Écoute, merci donc pour cet éclairage sur Advise. Je vais maintenant passer, donc on va passer plus de l'allocation et de son exécution avec la fluidification et des outils en architecture ouverte à Béatrice Guez, donc de AI4Alpha. Donc Béatrice, tu es, excuse-moi, aussi partie prenante des problématiques d'allocation, mais plus centrée sur l'allocation et l'optimisation de portefeuille en accompagnant vos clients, en mettre en œuvre vos stratégies qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et plus spécifiquement le deep learning. Et donc, même chose, je vais te proposer donc de répondre toujours à ces trois questions: le besoin spécifique, l'imbrication de votre offre dans le métier de vos clients et toujours cette question très liée à l'innovation, donc la complexité, la maturité et l'adoption, vos facteurs de discussion. À toi la parole. Merci Vincent et merci d'organiser. Merci pour cette initiative. Bonjour à tous. Alors, juste pour nous présenter en quelques mots, notre société AI4Alpha utilise les dernières techniques de machine learning pour développer un outil d'aide à la décision pour la gestion. Et plus précisément, notre offre consiste à résoudre des problématiques complexes d'allocation d'actifs en s'adaptant de façon dynamique et en temps réel aux différentes conditions de marché. Avec un objectif principal qui est d'anticiper les changements de régime de marché, gérer les crises et gérer les risques de crise. Donc, pour répondre spécifiquement à la question de Vincent sur le besoin auquel nous proposons de répondre, en fait, c'est assez simple. Nous sommes partis d'un constat. En ayant moi-même travaillé plus de 20 ans en finance, beaucoup en partenariat avec des sociétés de gestion, je me suis aperçu que les informations circulent de plus en plus vite et qu'il est impossible pour un humain de gérer tous ces différents signaux en même temps et anticiper leur impact sur les marchés. Et en fait, cette difficulté est encore plus exacerbée dans un monde qu'on voit aujourd'hui en pleine évolution, typiquement comme on l'a vu pendant la crise du Covid, où ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Les gérants
ont besoin de s'adapter en permanence à l'involution de marché et surtout aux changements de régime qui sont de plus en plus brutaux. Et c'est donc l'objectif des i4Alpha, développer des outils pour aider les gérants à interpréter les données de marché, comprendre leur impact sur leur propre stratégie afin de prendre les meilleures décisions. Donc, notre vision est que de nos jours, dans un monde de plus en plus complexe, l'homme a besoin de la machine pour l'aider à surperformer sa gestion. Et on est sur de l'intelligence augmentée. Notre vision n'est pas que la machine va remplacer le gérant, mais qu'elle est un outil d'aide à la décision. Alors, je propose de mettre le slide. Merci Clément. Donc, suite à notre très forte ADN technologique et après 3 ans de R&D en machine learning, nous avons développé un logiciel basé sur les méthodes d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement pour déterminer le timing optimal d'investissement et améliorer l'allocation d'actifs. Alors, comment notre offre s'imbrique dans les métiers des clients? Notre approche est de conserver les bases de la gestion traditionnelle et de renforcer les décisions de gestion en ajoutant des techniques de machine learning. Notre plateforme va présenter une offre unique qui combine à la fois le savoir-faire métier et les méthodes d'apprentissage. Donc, nous apportons une très forte ADN technologique que nous combinons avec une expertise de gestion pour surperformer les décisions d'investissement. Et d'un point de vue concret, notre objectif est de déterminer une allocation dynamique entre les stratégies des gérants qui va s'adapter en fonction des évolutions de marché. Et ce sont des méthodes, en fait, qui sont extrêmement innovantes par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la gestion, typiquement Markowitz ou risk parity, dans ce qui est donc des problématiques d'allocation d'actifs. En termes d'application, notre solution se décline dans différentes situations avec des objectifs variés. Donc, ça peut être adapter l'allocation des stratégies en fonction des conditions de marché pour optimiser la performance finale du gérant, définir une couverture optimale des portefeuilles d'actifs et enfin, anticiper les crises et gérer les risques de façon efficace. Donc, comment ça se passe concrètement? À chaque fois, notre objectif est de s'adapter à la situation du gérant et à ses propres contraintes. Donc, par exemple, pour meilleur placement, nous les avons aidés à définir une allocation optimale de leur offre d'assurance vie en fonction du profil de risque des clients. Autre exemple, Société Générale avait besoin de proposer des solutions alternatives aux produits existants qui sont plutôt basés sur des backtests pour s'adapter aux évolutions de marché. Et ils utilisent aujourd'hui notre techno IA pour proposer des solutions innovantes à leurs clients sur des problématiques de couverture et des problématiques de timing d'investissement. Et enfin, autre exemple, avec la société de gestion Oma Capital, nous avons développé un modèle d'investissement sur différents indices actions en fonction du risque calculé quotidiennement sur chaque marché. Et donc, notre algorithme va trouver l'allocation optimale en fonction de la probabilité de risque et réduit la position en cas d'anticipation de crise. Après, d'un point de vue concret, le logiciel a été installé chez le gérant afin que les positions s'ajustent de façon automatique et en temps réel. Donc, du coup, comme vous le comprenez, notre outil a pour objectif de s'adapter à la stratégie des gérants et va être entièrement plug and play dans son système de gestion.
voilà, encore une fois, notre vision n'est pas de changer les stratégies des gérants, mais de l'aider dans ses prises de décision et ses problématiques d'allocation. Alors ensuite, Vincent, ta troisième question, c'était la complexité, maturité et facteurs de disruption. Alors, en termes de maturité, nous sommes sur un marché qui est de plus en plus complexe et en pleine mutation, lié à des conditions de marché qui changent constamment, des crises qui succèdent, des périodes d'euphorie qu'on n'arrive pas à expliquer, des technologies qui sont de plus en plus avancées. Donc, on est à la fois sur un marché avec une très forte maturité. Le métier de la gestion qui a toujours existé se développe de plus en plus, mais aussi très complexe car tout évolue très vite. Et il est très compliqué pour un gérant d'anticiper les changements. Et donc, dans ce monde qui a shifté, les acteurs de la gestion comprennent qu'ils ont besoin de se réinventer et que les nouvelles technologies deviennent une nécessité. Et donc, pour répondre à ta question sur le facteur de disruption, nous avons leveragé sur notre très forte ADN technologique et nos 3 ans de recherche en machine learning pour donc, développer des solutions basées sur l'apprentissage par renforcement profond avec des tâches d'apprentissage supervisé auxiliaire. Ces méthodes sont très différentes des solutions existantes d'allocation telles que Markowitz, qui se basent sur des performances historiques et qui sont par essence backward looking sans pouvoir s'adapter à l'évolution des marchés. Et donc, dans l'environnement actuel où on voit que les conditions de marché peuvent évoluer très rapidement, il est essentiel d'utiliser des méthodes forward looking pour anticiper les changements de régime. Et c'est précisément ce que visent nos méthodes d'apprentissage. Donc, on va dire en conclusion, notre facteur de disruption, c'est vraiment notre ADN technologique qui donne une vraie puissance à nos clients et qui est une solution disruptive dans ce monde qui est en pleine évolution. Et alors après, en termes de complexité, on voit que malgré ce besoin d'innovation, les acteurs sont encore sceptiques à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Ils ont besoin de preuves et ils ont besoin d'être rassurés sur leur choix d'allocation. Typiquement, quand on a travaillé avec la Société Générale, l'équipe R&D a fait une véritable due diligence sur tous nos modèles pour valider la méthodologie. Et nous avons dû également convaincre les équipes, non seulement les équipes métiers, mais aussi les équipes compliance. Donc, en fait, on voit que dans ce marché en pleine phase d'adoption, les acteurs ont besoin de comprendre le modèle, de comprendre les résultats du modèle. Et pour cela, nous avons développé une méthode qui est basée sur les features importance, qui permet à tout moment de fournir les facteurs, les indicateurs les plus pertinents sur le choix d'allocation. Et cette possibilité que l'on donne pour pouvoir expliquer les résultats du modèle est extrêmement rassurant pour le gérant, car à tout moment, il va pouvoir comprendre les intuitions derrière le modèle et les indicateurs et les features, donc les données de marché qui ont expliqué les résultats d'allocation. Donc voilà. En conclusion, nous, on voit que le marché de la gestion d'actifs a vraiment besoin de se réinventer au regard du contexte actuel. Notre conviction est que cette évolution va se faire à l'aide des nouvelles technologies. Et AI for Alpha met à profit son expertise à la fois en finance et en machine learning pour développer ces outils d'aide à la décision et à l'allocation d'actifs.
Donc, nous accompagnons les équipes R&D, donc à l'image de grandes banques avec lesquelles nous publions les résultats de nos recherches. Nous créons de nouvelles stratégies avec des sociétés de gestion de premier rang pour affiner leurs décisions d'investissement. Et surtout, nous mettons en place des outils concrets chez nos clients pour adapter leur stratégie en fonction des conditions de marché, anticiper les changements de régime et gérer leurs risques. Donc, merci de votre écoute. Très bien, merci beaucoup Béatrice. Donc, une autre approche, un autre temps de l'allocation avec un ciblage en termes dans la chaîne de valeur du monde de l'investissement, avec un focus sur la partie plus orientée front. Du coup, maintenant, je vais passer la parole donc à Estelle Comte, donc Head of Business Development de Race Partner. Race Partner qui donc Estelle qui va aussi répondre à ces 3 questions, besoins auxquels vous répondez, comment vous vous imbriquez dans les métiers de vos clients et complexité, maturité, adoption, vos facteurs de disruption. Estelle, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci aussi à tous d'être présents sur ce webinaire. Je vais commencer par vous dire quelques mots de Race Partner avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nous sommes un éditeur français spécialisé dans le risque as a service depuis plus de 20 ans. On va fêter les 20 ans de Race cette année. Donc, ce sera aussi certainement l'occasion d'en dire plus sur tout ce que nous proposons. Donc, notre métier, c'est le risque. Ce sont des solutions d'analyse de risque, d'aide à la décision d'investissement, d'optimisation et de construction de portefeuille, embarquées dans des API, dans de la technologie, exactement sur les mêmes facteurs, on va dire, de demande du marché qui ont été soulignés par les précédentes personnes ce matin. Alors, à l'origine, les modèles d'optimisation de Race Partner se sont inspirés de l'aviation, dans la logique de dire comment je trouve la meilleure trajectoire en période de turbulence tout en gardant le cap de ma destination. Et on a transposé en fait ces méthodes issues de l'aviation dans le domaine du risque. Et ça donne quoi? Ça donne des modèles qui vont prendre en compte les risques extrêmes, qui vont limiter les drawdowns, donc les trous ou les pics dont parlait Adina tout à l'heure en temps de crise notamment, et qui vont aussi donner de la sécurisation sur les modèles d'allocation d'actifs pour créer ce qu'on pourrait appeler comme un coussin, donc un coussin de sécurité pour reprendre le thème aussi et la question de ce webinaire. Alors, au fil des années, et surtout grâce à nos clients et à nos projets, en particulier avec le groupe BNP Paribas avec qui on a la chance de travailler, que ce soit à la banque d'investissement, au Wealth Management ou chez Cardif, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ajoute les contextes réglementaires pour pouvoir offrir des solutions vraiment très pertinentes et très opérationnelles pour nos utilisateurs. Alors, on a aujourd'hui choisi de parler de 2 réglementations que l'on utilise dans le cadre de l'optimisation et de la construction de portefeuille. Ce qu'on va voir dans le slide ici. Un cas sur la réglementation Solvency 2 et un cas avec la réglementation ESG qui nous préoccupe, je pense, tous aussi aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'intégrer ces réglementations dans le contexte pré-trade pour sortir en fait de mode trade try and error qui sont très gênants, très consommateurs de temps et qui donnent du risque opérationnel pour tous les acteurs d'un processus d'investissement, que ce soit les gérants, les conseillers jusqu'aux clients finaux, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient des clients corporate ou particuliers. Alors, comment on fait pour intégrer cela dans notre offre ? On a une solution qui est modulaire et ça, c'est encore une fois la technologie qui nous permet de le faire avec des moteurs de calcul de risque et des modèles qui sont les nôtres mais qui peuvent être enrichis par ceux de nos clients. Et puis, un certain nombre de briques fonctionnelles qu'on va utiliser un peu comme un Lego finalement pour bâtir l'application. Maintenant, c'est
tout le temps des applications web, l'application digitale et qui va servir un ou plusieurs use cases chez un de nos clients. Un premier cas qui concerne donc la réglementation Solvency II, donc qui s'adresse plutôt donc aux assureurs et aux gérants de fonds soumis à cette réglementation. Ce qu'on va pouvoir proposer, c'est une optimisation du ratio de solvabilité, du SCR marché, donc d'un portefeuille ou d'un fonds, tout en respectant d'autres critères financiers. Donc, tout simplement, pour répondre à la question de comment on s'intègre, c'est assez simple. Donc, on est toujours intégré à un système d'information, un outil de gestion qui est chez nos clients. Et là, à partir d'un portefeuille existant, on va pouvoir rentrer un objectif. Donc là, un objectif de minimisation du SCR. Et puis, ajouter des contraintes de type de turnover, de type duration, des contraintes financières. On peut aussi ajouter des contraintes de type ESG d'ailleurs. Et tout ça va nous donner une analyse avant-après. Et donc, on va pouvoir expliquer, et ça, c'est une composante très importante de notre offre et de notre méthodologie, de l'explication de l'impact de décisions de gestion. Donc là, c'est au regard d'un objectif tiré par la réglementation. Et la fin, bien sûr, de cette histoire, c'est que les trades qui vont ressortir de ces optimisations doivent aller de manière automatique dans les systèmes de gestion pour que l'utilisateur ait l'impression d'avoir qu'une seule plateforme, quand bien même, à un moment donné, il part, on va dire, chez un éditeur spécialisé comme nous. Le deuxième cas concerne l'ESG. Donc là, on est sur une application beaucoup plus vaste puisqu'on va pouvoir toucher l'ensemble des métiers de la finance, la banque d'investissement, l'assurance, le wealth management, le retail, l'asset management. Et nous, on va plutôt s'adresser à des conseillers, à des gérants, à des vendeurs ou à des structureurs de produits. Donc, on a vraiment une approche très front du risque et de l'appréhension de la réglementation dans le risque. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir construire ou transitionner des portefeuilles en y incluant une notion, par exemple, de température. On parle beaucoup des portefeuilles à 2 degrés, c'est parce que ça reprend donc les accords de Paris et l'objectif de limitation, d'augmentation de la température de la planète, et aussi parce que le climat est le premier volet, on va dire, de la future réglementation ESG à venir. Et donc, on s'est dit, travailler sur cette notion de température, c'est intéressant et ça fait partie vraiment des préoccupations aujourd'hui de nos clients. Alors, quand on parle d'ESG, on constate qu'il y a 2 approches. Il y a une approche très simple qui est qu'au regard de l'allocation d'actifs, on va plutôt utiliser les critères ESG comme des contraintes. Donc, la partie financière va rester leader, va rester l'objectif. Donc, on est plutôt là dans une logique finalement de reporting et d'expliquer à un client qu'on a intégré des notions d'ESG dans notre gestion, mais qu'on reste quand même sur des critères financiers, par exemple tout simplement de performance ou de minimisation du risque ou du drawdown comme critères principaux. Et puis, il y a une deuxième approche qui est ce qu'on appelle, nous, une approche à impact, où là, le driver va être l'ESG et c'est ça le critère prépondérant. Et ça, c'est exactement ce à quoi répond ce use case qui est comment je construis un portefeuille avec une température de 2 degrés, tout en, bien sûr, il faut continuer à intégrer du financier. En tout cas, ça, c'est notre conviction chez Race Partner, que le financier et l'extra-financier doivent aller l'un avec l'autre et jamais l'un appuie l'autre, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, mais bien les deux ensemble. Et donc, on va pouvoir construire un portefeuille à 2 degrés, tout en considérant un budget limité de tracking error par rapport au benchmark, tout en considérant bien sûr des questions de turnover, parce qu'on ne va pas forcément pouvoir transitionner un portefeuille de manière très radicale, parce qu'il y a des questions de coût, il y a des questions aussi d'explication, de timing, ce qui est aussi une partie importante. Et pouvoir faire des propositions, là on est plus dans du domaine de la proposition d'investissement et de l'accompagnement en fait pour expliquer à un client comment on peut intégrer des notions de finance durable à des notions de finance et surtout d'expliquer l'impact. Est-ce que ça a un impact sur la performance, oui ou non? Est-ce que ça a un impact sur mon risque?
Et puis, qu'est-ce que ça améliore au regard de mes préférences, par exemple, ou de mes objectifs ESG. Donc aujourd'hui, on travaille notamment avec des compagnies d'assurance sur ce sujet-là et il y a beaucoup d'asset managers qui se posent des questions pour piloter davantage par l'ESG et driver finalement l'ESG, sachant que ça peut en plus s'enrichir avec plus que de la donnée ESG, des controverses, des signaux faibles. Et là, on va reboucler aussi, ça résonne beaucoup sur ce qu'ont dit les précédents, pour moi, ce qu'ont dit nos précédents intervenants, c'est que dès lors, là, on peut intégrer beaucoup d'autres choses pour compléter de la donnée ESG, la challenger aussi, notamment avoir des indices de confiance sur comment on traite cette donnée-là. Donc, voilà pour ce qu'on voulait partager. C'est vraiment 2 use cases qu'on a dit dans la vraie vie. Donc, ce sont des cas qui sont faits avec nos clients. Ce mode de travail main dans la main avec nos clients, c'est certainement un de nos facteurs de disruption sur le marché. Nous avons une approche vraiment de co-construction de ce qu'on fait. Ce qui nous permet aussi de travailler à la fois avec des acteurs de taille moyenne comme avec des grands groupes et qui vont plutôt utiliser des capacités d'agilité, de time to market short et surtout pouvoir dialoguer avec des personnes qui ont le même langage. Donc, quand on discute avec l'équipe de la recherche, par exemple, de la Société Générale, ils viennent aussi chercher chez nous un dialogue sur des mêmes bases et une force de transposition dans des outils qui est très rapide, et c'est ça qu'on peut leur apporter. Et puis, un dernier point aussi, au-delà de la technologie, c'est surtout la modularité qui nous semble un facteur très important. Donc, on peut rentrer chez Raise Partner avec, entre guillemets, un use case peut-être sur un périmètre relativement restreint et l'enrichir ou venir y chercher exactement ce qui répond à une question. Ou à l'inverse, avoir une approche plus globale. Si on a des besoins en termes de risk management et surtout d'outils d'aide à la décision et de digitalisation du process d'investissement, on peut aussi répondre à ça. Puis un dernier mot, nous sommes, je pense, comme ici, des indépendants avec une forte capacité d'adaptation. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on peut se différencier par rapport à nos très gros compétiteurs, les très gros éditeurs qui sont de plus en plus américains. Et on est très content, nous, de pouvoir aussi répondre à ça avec un savoir-faire. Je vais faire le Made in France de la fin, mais ça nous semble aussi important dans notre positionnement et dans ce qu'on peut apporter sur le marché. Et ça ne nous empêche pas du tout de travailler à l'étranger, bien au contraire. Très bien. Voilà. Merci Estelle. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, donc quatre sociétés, 4 intervenants, et finalement des offres qui sont distinctes, mais toujours en fait pour chacun d'entre vous cette préoccupation d'agilité, de répondre, d'avoir des offres qui permettent de couvrir tant des besoins très spécifiques que de s'intégrer dans la chaîne de valeur complète de vos clients. Donc donc on a passé en revue vos offres. Je vais vous proposer maintenant. Alors, il y a une question il y a une question qui s'adresse à Béatrice, et puis je vais vous poser des questions beaucoup plus. Alors, on a 2 questions. Une qui s'adresse à Béatrice, celle qui est arrivée ensuite à Estelle. Béatrice, je vais te proposer de prendre quelques secondes pour répondre à cette question, sachant qu'on a d'autres questions qui nous sont parvenues, qui concernent chacun d'entre vous, en fait, qui vous concernent tous, mais qui s'adressent à vous. Béatrice, si tu peux répondre en quelques secondes sur le montant d'AUM et les modèles sur lesquels, sur quel montant tournent vos modèles et sur quel marché. On pourra répondre plus finement en direct aussi à la suite du mail. Alors, on n'a pas, nous, on n'est pas société de gestion, donc on n'a pas d'AUM en soi. On conseille nos clients sur leurs propres fonds et sur quel marché.
en fait, c'est un peu la même chose. Donc, typiquement, on a travaillé, on va s'adapter en fonction du besoin du gérant. Donc, avec Coma Capital, là, on avait travaillé sur le marché action. Avec Meilleur Placement, c'était tous les marchés, puisque c'était, on couvrait tous les fonds d'assurance vie qui étaient proposés aux porteurs. Donc, il y avait donc l'obligataire, l'action, le multi-asset. Typiquement avec Société Générale, on était sur le marché des options et on regarde, voilà. Donc en fait, on va s'adapter en fonction du besoin du gérant. C'était un peu ce que disait Estelle. En fait, on a un modèle qui est basé sur l'apprentissage, des méthodes d'apprentissage pour vraiment rentrer, leverager, comprendre les données de marché, comprendre leur impact sur les stratégies, mais le choix du marché et des stratégies est vraiment donné par le gérant. Par le client. Donc, agnostique quant au support et capable de répondre à différents besoins de différents clients sur différents environnements produits. La seconde question donc s'adresse donc à Estelle, donc à Rest Partner, la source de vos données ESG et comment, alors la question est très précise, comment est-ce que vous optimisez donc les 3 critères principaux, environnement, social et gouvernance? Alors, première partie de la réponse sur la source de vos données. Alors, nous ne sommes pas un fournisseur de données ESG, donc on va faire levier sur le flux de données ESG de notre client ou surtout sur les flux de données ESG. Parce que ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a en général 3, 4 sources, plus souvent une source interne du client qui a refait une méthodologie ou qui retraite, on va dire, des données ESG. Donc, nous, on va utiliser ces données. Ensuite, ces données-là, nous, donc, encore une fois, on est agnostique. On a quand même des partenariats pour des fins de recherche. J'en profite pour les remercier avec Carbone 4 Finance sur le climat et Vigeo sur les données globales, qui nous permettent d'avoir des vraies données ESG quand on fait notre recherche. Quant au secret de fabrication de l'algorithme, ça c'est plus donc c'est de l'interne, des secrets, on va dire, de Race Partner. Néanmoins, l'objectif est surtout d'avoir de la transparence. Donc finalement, nos clients, ce qu'on leur propose pour comprendre, c'est quand on teste avec eux des portefeuilles et qu'on les optimise sur les 3 critères. Ensuite, on peut expliquer comment on en arrive à ces choix d'investissement. Donc, on est plutôt dans l'explication du résultat que de donner exactement quelle méthodologie et quels modèles mathématiques sont derrière. Mais encore une fois, le côté explication de résultat d'une optimisation, c'est très important. Et là, on va bien sûr trouver les moyens, notamment dans les contributions et dans les différentes étapes du process, pour expliquer comment on arrive à un résultat. Très bien. Toujours se focus sur l'explication client, enfin, pour permettre à vos clients et aux utilisateurs de vos clients de comprendre ce que vous délivrez et de comprendre dans les spécificités de vos solutions comment elles s'appliquent. Adina, donc votre offre également pour votre offre au sens large onboard aussi les critères ESG et ce à différents niveaux. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Oui, avec plaisir. Je dirais déjà que notre approche est par définition ESG, dans le sens où gérer la perte en capital, c'est une façon responsable de gérer les investissements pour le futur et pour les générations futures. Lorsqu'on travaille, par exemple, avec un fonds de pension qui a donc des promesses de paiement pour jusqu'à 100 ans, effectivement, il faut s'assurer qu'on tiendra ses objectifs de long terme tout en tenant des contraintes de court terme pour ne pas mettre les réserves en danger. Ensuite, de manière très pragmatique, en fait, à chaque fois que nos clients le souhaitent, on va pouvoir utiliser des sous-jacents ESG pour faire les investissements. Donc là, nous sommes en capacité, en fait, de faire de la sélection quantitative de fonds. Et donc, on peut prendre en compte les demandes particulières. Et puis, la dernière manière d'approcher ça, c'est également par le climat, puisque nous sommes en capacité de construire des portefeuilles
qui vont gérer bien sûr le risque comme d'habitude compte tenu des objectifs, mais aussi la température du portefeuille. Et ça, c'est assez rigolo de voir qu'il y en a d'autres qui travaillent là-dessus. Température. Très bien. Olivier, moi, donc il y avait une question qui était plus centrée sur l'offre. Je voudrais revenir donc sur comment est-ce que tu as opéré le pivot d'un focus très orienté client et donc toujours sur des besoins finalement qui rejoignent ce qu'a dit Adina, les besoins de l'investisseur final je dirais, couvrir son risque et à terme avoir une offre de entre guillemets robo-advisor ou de conseiller digital qui lui permet de répondre à des critères avec des durations assez longues, vers une offre qui est beaucoup plus orientée, on va dire, chef d'orchestre entre différentes parties prenantes de la chaîne de valeur de l'investissement. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces points et puis peut-être également aussi voir l'ESG peut-être fait partie des choses que tu onboardes dans ton offre, mais à toi la parole. Alors, on essaye effectivement d'onboarder tous les besoins auxquels les distributeurs font face. Et comment on a switché finalement d'un modèle très B2C à un modèle plus B2B2C, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, de digitalisation des process, mais aussi d'agilité. C'est-à-dire qu'un distributeur aujourd'hui de solutions d'épargne ou un distributeur qui a des clients qui voudraient proposer des solutions d'épargne, c'est pas forcément très facile et très rapide pour lui, pour des raisons internes ou externes, de venir implémenter ces solutions digitales. Je vais prendre un exemple tout simple. Lancer un contrat d'assurance vie ou un contrat retraite auprès de sa clientèle avec une offre digitale, c'est des projets qui peuvent, si on s'y prend tout seul, peuvent prendre entre un an et demi, voire 2 ans de développement. On s'est dit qu'on avait, nous, un savoir-faire pour globalement essayer d'accélérer tout ça et puis de profiter aussi de tout le monde, de tous ces services aujourd'hui et dont Béatrice, Estelle, encore Adina nous ont présenté, c'est-à-dire de voir comment on pouvait agréger d'une certaine façon l'ensemble de ces services, l'ensemble de ces expertises, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus reliés les uns avec les autres. On peut se relier les uns avec les autres sous forme d'API. Et donc, il nous a paru que, fort de l'expérience qu'on avait sur le besoin client et de la digitalisation des process, la simplification des process pour, une fois encore, l'investisseur final, de mettre ça au service de distributeurs et les accompagner dans l'accélération de leur process, c'était pour nous plus de business certainement et plus d'opportunités. Et c'est un pari réussi puisque depuis 2017, on a aujourd'hui 4 et bientôt 6 et 7 cette année qui arrivent, clients gros distributeurs qui vont utiliser tout ou partie de nos fonctionnalités et justement de nos outils pour pouvoir digitaliser soit une nouvelle offre, soit une offre existante, parce que je crois que c'est Adina qui l'évoquait au début, on est confronté aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne de l'épargne, le distributeur, l'assureur, est confronté aujourd'hui à une vraie problématique de comment je vais mieux accompagner le client à prendre du risque, comment je vais mieux accompagner le client de passer du fonds euro à des portefeuilles plus diversifiés. Et ça ne peut se faire que si on réunit l'ensemble des expertises et si on a un accompagnement aussi très proche vis-à-vis du client, parce que les meilleures allocations, c'est celles qui communiquent aussi régulièrement avec le client et qui s'assurent qu'elle est toujours en ligne avec les besoins et les objectifs du client final. Très bien, et ce de façon responsable. Ok, parfait. Merci. On est à peu près dans les temps. J'avais tout de même donc deux questions. Béatrice, tu as mentionné, et c'est un point qui revient dans vos offres, la possibilité d'expliquer les résultats des modèles. Est-ce que tu peux revenir sur un exemple concret, comme ça a pu être fait, de comment est-ce que vous expliquez vos modèles? Très rapidement, avant de passer la parole à Estelle pour la fin. Désolée, j'étais en mute. C'est vrai que c'est un point très important que l'on voit aujourd'hui. Les gérants ont besoin de comprendre, particulièrement quand on fait du machine learning, qui peut souvent être vu comme quelque chose de black box. C'est vraiment essentiel de pouvoir comprendre les résultats du modèle. Alors, donc, pour répondre à ta question, pour donner un exemple,
Typiquement avec la société de gestion avec qui on a développé donc une stratégie l'an dernier, qui est donc une stratégie qui va investir sur différents marchés actions et qui va se mettre long ou short en fonction du régime dans lequel on se trouve à chaque moment. Donc en fait, que fait le modèle? Le modèle va tous les jours va calculer donc une probabilité de crise sur chaque marché pour en déduire l'allocation. Ce qui est assez intéressant, donc si on prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, où on voit qu'on est sur des niveaux particulièrement élevés du marché action, avec des valos presque donc exubérants sur certaines sociétés comme Tesla. Notre modèle trouve toujours que la probabilité de crise est très faible à aujourd'hui, et il voit toujours un marché haussier. Et donc, comment l'expliquer? Parce qu'effectivement, à première vue, on peut se dire que ce résultat peut être contre-intuitif au niveau des valorisations donc si importantes. Et il est expliqué grâce donc à ce que donc j'avais évoqué, la méthodologie de Features Importance que le modèle calcule tous les jours. Et donc tous les jours, le modèle va indiquer les facteurs de marché qui ont été les plus prépondérants pour le choix d'allocation. Et donc, en fait, on voit que les indicateurs les plus prépondérants qui sont favorables à une hausse des marchés, et donc typiquement l'économic surprise qui est meilleur que prévu, l'évolution positive des COMO, ou encore l'indice d'aversion au risque qui est bas. Donc, on a beaucoup de facteurs qui expliquent finalement pourquoi le marché est encore haussier. Alors, on a effectivement aussi certains indicateurs qui sont défavorables, comme les actions, les banques centrales qui continuent à baisser les taux, qui pour le modèle est une action défavorable pour le marché. Mais all-in, en fait, quand on pondère ce que fait le modèle, c'est qu'il va pondérer en fait tous ces facteurs et finalement les facteurs qui anticipent un marché bull sont quand même beaucoup plus importants que les indicateurs bearish. Donc voilà, donc c'est un exemple et tous les jours, et un peu comme disait Excel, on fournit aux clients donc non seulement l'allocation, les critères de risque sur chacun des marchés dans ce cas concret, donc chacune des stratégies, et aussi les features qui permettent d'expliquer le résultat du modèle. Très bien. Merci beaucoup. Donc du coup, Estelle, moi j'ai une question plus générique. Vous avez tous, je dirais, vous répondez tous en partie à l'ensemble des points qu'on a évoqués. Et du coup, la question s'adresse à toi, mais elle est aussi vraie tant pour Active Asset Allocation qu'Advise ou AI4Alpha. Finalement, quels sont vos grands différenciateurs par rapport aux grands éditeurs sur le marché, que ce soit en Ristech, que ce soit, je dirais, sur les différents niveaux de la chaîne de valeur. En Ristech, on va retrouver donc APT, Axioma, Rismetric, Northfield. Mais vous êtes orienté risque, et comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, si nous, on repart de ce que nous disent en fait nos clients, qui sont souvent le meilleur, je dirais, le meilleur contributeur pour ce sujet-là, c'est vraiment le time to market, l'adaptabilité, la compréhension d'un langage commun, la proximité, qui est vraiment pas une proximité géographique, hein, qui est vraiment une proximité de travail et de méthodologie de travail, et puis la modularité. Je pense que, donc, en tout cas pour nous, on est vraiment capable de découper finalement notre offre pour que le client puisse utiliser ce dont il a besoin et pas l'impression de payer 2 fois pour un service qu'il aurait par ailleurs avec une autre application. Parce qu'on est, je pense, tous dans des écosystèmes qui sont déjà très connectés avec des vieux outils, des outils nouveaux et puis des initiatives d'innovation auxquelles aussi on répond beaucoup. Et c'est ce qu'on apporte aussi aux grands comptes, je pense. Voilà, donc cette étiquette aussi d'innovation et de faire travailler des fintechs n'ont pas forcément les gros éditeurs. Très bien. Voilà. C'est sur votre positionnement. Mais écoutez, je pense on a à peu près tenu dans le créneau prévu. Vos réponses ont été. Alors on a encore des questions en cours. On a des questions très spécifiques auxquelles
vous êtes en train de répondre ou vous avez en partie répondu. Je pense que je vais peut-être pas forcément paraphraser. Alors, il y avait une question donc très générale sur les modèles économiques. Donc, Adina, tu as répondu donc en facturation de pourcentage d'encours conseillés pour la partie allocation dynamique et donc du licensing pour le digital. Advise, donc Olivier, alors, Olivier, tu avais répondu, la réponse vient de disparaître, en tout cas sur ma vue, sur les modèles économiques. C'est Estelle, je pense, sans le vouloir, qui a enlevé la réponse, c'est pas grave. C'est pas vrai. On travaille également sur un modèle SaaS en fonction effectivement du nombre de clients au contrat qu'on va couvrir. Très bien. Et donc, on peut pas, on est obligé de répondre les uns dans le fil, dans le même Ouais, fil. C'est pour ça que c'est pas forcément évident. Désolé, Olivier, je vous dois un café alors. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Constater, ça fera bientôt un an qu'on fait du digital et du webinar. Heureusement, on a encore quelques mois pour progresser. Déjà, pour compléter ce que disait Cesc, que je trouve ça effectivement extrêmement intéressant par rapport aux gros acteurs qu'on peut trouver la solution. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, on le voit sur les 3 dernières années en accompagnant nos différents clients. On a des interfaces en particulier qui évoluent en permanence semaine après semaine, parce que moi, je pense que dans tous nos domaines, l'important est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié à un moment donné, c'est se souvenir que le digital, c'est avant tout pour remettre le client au centre de la décision, qu'il soit institutionnel, qu'il soit investisseur particulier. Et donc, l'expérience utilisateur est extrêmement importante. Et on apprend, nous, beaucoup du retour du terrain, du retour de nos utilisateurs ou des clients de nos clients pour faire évoluer tout ça, parce que tous les services sont extraordinaires quand ils sont pensés. Mais l'intérêt, c'est qu'ils soient utiles et utilisés. Très bien. Et je pense qu'on apporte tous beaucoup d'agilité, en tout cas dans la sphère des fintechs françaises. C'est ce qui est très motivant et très innovant et très motivant les uns avec les autres. Agilité et réactivité, capacité à réactivité, ouais. Avec une relation au client qui est quand même une plus forte proximité, plus forte proximité que de très grands éditeurs, et une capacité à répondre ou exécuter entre guillemets un besoin client dans un time to market beaucoup plus court qu'un gros éditeur qui sera soumis à des problématiques de release et d'onboarder des besoins différents dans des versionnings qui se suivront, et éventuellement vous n'êtes pas dans cette problématique de répondre à un besoin client dans le lot 4 ou 5, mais plus dans l'agilité et la réponse client. On a plein de questions. Donc les données ESG, on a en partie répondu. Olivier répondait en partie à la problématique sur les données ESG. Les problématiques de montant d'AUM, donc c'est quelque chose qui a été vu. Donc sur des asset managers et sur l'allocation tactique avec des encours autour de 18 milliards d'euros. Donc on est sur des montants plutôt avec derrière, on peut imaginer une profondeur en termes de cible d'allocation assez élevée. C'est assez élevé, oui. On a à peu près 150 classes sous classes d'actifs en fait, qu'on est capable de prendre en compte. Ok, alors autant pour moi. Voilà. Mais écoutez, on était parti, donc il est 10h15. On était parti sur un webinaire d'1 heure. Je pense qu'on pourrait passer. Il y a encore beaucoup de points et beaucoup de concerns auxquels on pourrait répondre. On va essayer de se tenir pour respecter les contraintes des uns et des autres et celles de notre auditoire également sur ce point. Moi, je tiens à vous remercier parce que vous avez des offres qui sont riches, qui globalement adressent la gestion, je dirais la gestion de l'actif, la gestion du passif, la gestion des investissements du particulier à l'institutionnel en passant par les fonds de pension, enfin une grande diversité, et finalement vous avez chacune et chacun d'entre vous une réponse spécifique qui je pense des réponses spécifiques ou des réponses qui peuvent se combiner, comme on l'a vu avec Active Asset Allocation Advice et des collaborations. C'est ce qui fait donc la richesse de notre écosystème FinTech qu'on a le plaisir d'accompagner depuis quelques années maintenant, alors moins longtemps que certains d'entre vous,
depuis quelques années. Pour conclure, écoutez, je tiens à vous remercier. À rappeler que nos webinars sont aussi disponibles en replay, donc sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation, pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre à 9 heures. Je tiens à remercier aussi l'audience qui nous accompagne et nous suit depuis ce matin. Et je pense qu'on aura de nouveau l'occasion de revenir sous diverses formes sur vos offres très prochainement, sur leurs évolutions. Et pour notre audience, donc les actualités de nos membres en termes d'offres, en termes de produits, de features, de clients, peuvent aussi être suivies sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation et dans le cadre des actualités de nos membres que nous publions régulièrement sur notre site web. Écoutez, merci Adina, merci Olivier, merci Béatrice, merci Estelle, donc pour reprendre l'ordre de présentation de vos activités respectives. Je souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir bientôt, peut-être en webinaire et je le souhaite en vrai. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.